État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. J'ai découvert mon cancer du sein par autopalpation à l'âge de 34 ans, alors que j'étais enceinte. Un soir, en fait, je me mets de l'huile anti-largeur sur mon ventre. Je décide de m'en mettre sur les seins. Je m'arrête parce que je suis un peu frileuse par rapport à la composition. Je n'étais pas sûre à 100%. Et je décide de faire une autopalpation, chose que je ne faisais jamais auparavant. Je ne pouvais pas l'expliquer, mais c'est bien ça qui m'a sauvé la vie. J'ai senti une petite boule à la base de mon sein droit, proche de l'aisselle. C'était comme un pic, très très petit, quelques millimètres après, mais du coup, au toucher, c'était vraiment, je me demandais, je le faisais déjà jamais, donc je ne savais pas, j'avais pas de comparatif. Donc je l'ai fait toucher à mon conjoint, il l'a touché, donc là je me suis dit mince, pas une vue de mon esprit. Et puis j'avais rendez-vous le lendemain avec la sage-femme dans le cadre de ma grossesse, donc je lui en ai parlé. Et là, elle l'a également touché et elle m'a demandé de faire une échographie et une mammographie. À l'issue, du coup, je fais l'échographie. Il faut faire une biopsie. Donc, je savais pas du tout ce que c'était et ni où il fallait que j'aille. Donc, j'ai insisté, il me donne des coordonnées. Donc, je vais à l'hôpital et là, ils me font la mammographie avec le tablier, l'échographie. Et la dame découvre trois nodules. Là, je comprends. Voilà, je m'effondre. Ça a été très compliqué à ce moment-là. Dans un premier temps, on a peur et puis très vite, on se dit on va voir. De toute façon, on attend l'échéance qui n'est pas tout de suite. On va attendre la biopsie puis on rassure. Et là, par contre, quand la dame on a annoncé 3, donc le troisième était non palpable. C'est pas forcément une boule, donc j'ai eu entre guillemets cette chance puisque du coup. Je ne savais pas que ça pouvait être aussi autre chose, un écoulement, la peau d'orange, un téton rétracté. Enfin, il y a plein de signes en fait finalement, et pas seulement une boule. Parce que effectivement, j'avais cette troisième boule qui n'était pas palpable. Et d'ailleurs, après ma mastectomie, j'ai du coup eu une mastectomie enceinte, et bien ils ont découvert après analyse spin du sein enlevé qu'il y en avait finalement 5. Qui attend pas parce que quand on attend un enfant, déjà quoi qu'il arrive, on s'attend pas à une annonce de cancer, quelles que soient les circonstances. Mais c'est vrai que là enceinte, on attend notre bébé, on venait d'apprendre le sexe de notre bébé, donc une petite fille, donc on me projetait complètement dans la grossesse. Donc c'est vrai que quand c'est arrivé, on nous demande si on souhaite mettre un terme à notre grossesse. En même temps, on nous annonce le cancer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps et nous, on n'est pas prêts parce que quand on m'a annoncé mon cancer, j'étais évidemment choquée, je faisais que pleurer. C'est comme si tout s'était arrêté. J'arrivais à peine à marcher en fait à l'annonce. Quand on m'a annoncé, il fallait qu'on me soulève en fait. Donc, on ne s'attend pas, quand on a 34 ans, à avoir un cancer. Et enceinte, je ne savais pas que c'était possible. Après, c'est sûr que tout est possible finalement. Mais allier les deux, être dans cette contradiction sans cesse, être dans la vie et en même temps avoir le cancer. Donc, c'est vrai que c'était pas simple à gérer. J'ai été déjà reçue par une gynécologue avant de faire la mammographie et l'échographie au sein de cette structure. Et la gynécologue m'a demandé, pour reprendre ses mots exacts, c'est un peu dur, alors c'était
comment vous réagiriez? Est-ce que vous souhaitez? Et oui, elle m'a posé la question comme ça, est-ce que vous souhaitez mettre un terme? Donc c'est vrai que quand elle m'a reçue, moi, j'essayais encore d'être positive, de me dire, bon, peut-être qu'à l'issue de la biopsie, tout va bien se passer. Et elle m'a posé cette question. C'est vrai que je suis restée un peu sans voix. Là, je me dis, mais mince, qu'est-ce que c'est? Ok, moi, j'avais déjà perdu un bébé, donc ça a été déjà très compliqué. Là, de mettre un terme à ma grossesse, alors que tout va bien pour mon bébé, non, je pouvais pas. Ça allait être un drame pour nous. Donc, à l'issue, on fait je pensais avoir été claire et avoir été comprise. À l'issue, du coup, je fais la mammo et l'écho. On m'annonce que j'ai un cancer. Et le lendemain, l'oncologue me reçoit en me disant que la gynécologue, que j'avais vue la veille, que je ne connaissais pas, s'est prononcée pour mettre un terme à ma grossesse. Donc, là, ça a été compliqué. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir déjà eu d'autres grossesses avant. Du coup, ma grossesse s'est malheureusement arrêtée et ma grossesse pour mon fils. Du coup, j'étais bien consciente de toutes les étapes, des trimestres, de tout ça, du nombre de semaines à m'améliorer. Parce que sinon, effectivement, j'aurais rien dit en fait. Déjà, tout le choc, pas consciente de tout ça, pas au courant. Donc, je lui ai répondu, mais pas, moi, je suis au 2e trimestre. Parce qu'en fait, la gynécologue, a priori, s'était prononcée pour arrêter parce que j'étais au 1er trimestre. Donc là, je l'arrête, je lui dis seulement, écoutez, moi, je comprends pas, je suis au 2e trimestre. Et du coup, de là, il me dit, c'est possible. Ça a été assez compliqué, parce qu'effectivement, tout le monde nous renvoyait à mes craintes, c'est-à-dire, est-ce que ça a une incidence sur mon bébé, hein? On me pose toujours d'ailleurs cette question. C'est toujours des questions qu'on me pose, puisque Nina est née, elle va avoir 2 ans en juin, mais voilà... les questions persistent. Donc, c'est vrai que quand on est enceinte et qu'on n'a pas une fenêtre sur notre ventre, déjà, pour toute grossesse, c'est compliqué parce que c'est beau, mais en même temps, bon, on a quand même des craintes que tant qu'on n'a pas bébé dans les bras, on se dit, bon, voilà, hein, on croise les doigts. Et là, c'était la même chose, en fait, mais accentuée par ces questions sans cesse en me disant, t'es sûr, la chimiothérapie n'a pas d'effet sur le bébé, donc c'est vrai que bon, c'était pas simple à gérer. Après, je me redisais que c'était la seule chose à faire, en fait. Pas pu faire de TEP scan, donc je savais pas si c'était localisé, métastasé. J'avais, déjà cette envie de vivre, parce que c'est important pour moi de le rappeler. Parce que même sans enfant, on a envie de vivre, en fait. Tout simplement, à 34 ans, j'avais encore plein de choses pour moi à vivre. Et puis, j'avais mon fils de 3 ans, donc forcément... je pouvais pas le laisser sans maman, c'est ça, et je pouvais pas me dire je ne fais pas de traitement parce que je savais pas comment ça allait évoluer. En fait, on est là effectivement avec des soignants, ils nous expliquent un petit peu, en même temps on maîtrise rien, on nous demande de choisir. Moi, ce que je savais, c'est que je pouvais pas, j'arrivais pas à choisir. En fait, on me disait il faut que vous fassiez un choix, mais en fait, je n'ai pas fait de choix. Déjà, en soi, je suis un peu la reine du non-choix. Mais là, c'était vraiment cornélien. Je veux dire, je ne pouvais pas me décider. Je ne maîtrisais rien. Donc, voilà. J'ai juste un moment demandé à ma chirurgienne, parce qu'au bout d'un moment, beaucoup de crainte, beaucoup de peur, tout le monde me renvoyait ses peurs, y compris les soignants. Donc, je me disais, j'ai juste demandé à la chirurgienne comment, si jamais je me décidais de mettre un terme, comment ça allait se passer. Et là, j'ai compris que non, en fait, j'allais plus rien dire à ce sujet parce que c'était pas possible. C'était donc mettre un produit pour tuer mon bébé et puis accoucher voix basse. Donc, parce qu'à ce stade, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, mon bébé allait bien, je pouvais pas m'y résoudre, c'était pas possible. Donc, j'ai continué ma grossesse. J'ai rien signé, en fait, on m'a rien dit finalement. On m'a dit de me décider, mais en fait, finalement, tout s'est passé sans que je décide vraiment. Et moi, je continue effectivement de tout croiser pour que tout se passe bien. 6 ans, c'était un non-choix parce que c'est vachement culpabilisant pour toutes celles qui, malheureusement, n'ont pas eu d'autre choix que de mettre un terme. Donc, je fais vachement attention à tout ça.
Parce que, comme je le dis, c'est pour ça qu'en fait, ça a un sens. C'est que j'ai fait ce choix ou non-choix parce que j'avais déjà perdu mon bébé. Donc, je me dis qu'en fait, avec le recul, rien n'est arrivé par hasard dans ma vie. Et parce qu'aussi, on m'a donné l'opportunité mon oncologue m'a dit c'est possible. Enfin, mon ancien oncologue, parce que j'ai changé depuis, m'avait dit c'est possible. Mais des fois, on tombe sur des personnes qui ne nous laissent pas le choix. Et encore à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de témoigner, sans faire pour autant culpabiliser celles qui n'ont pas eu le choix, parce que tout dépend aussi du cancer. Là, j'ai eu cette chance d'avoir un cancer particulier peut-être qui permettait de faire cela, mais c'est pas le cas malheureusement encore aujourd'hui pour tout le monde. Et c'est vrai que ça doit être vraiment très très compliqué. Je connais des personnes qui ont été dans ce cas de figure et où elles ont dû mettre un terme à leur grossesse, alors que voilà, tout allait bien avant l'annonce. Donc là, c'est vraiment plus que compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai eu cette chance. Que je considère être une chance, que ma grossesse m'a porté tout le long. Et voilà, mon bébé bougeait à des moments clés. J'avais vraiment l'impression de former un duo. Et c'est bien elle qui m'a sauvée. Tu vois, même avec le recul, je me demande si j'aurais pu tenir sans. Et donc, finalement, je remercie la vie d'avoir été enceinte pendant cette période. Parce que quoi qu'il arrive, voilà, j'arrivais à me dire, voilà, il y a des moments, j'étais que enceinte et c'était doux. C'est comme si j'avais plus mon cancer. Quand on dit souvent avec les personnes qui vivent ça, on a des liens de personnes qui combattent ensemble. Donc, tu vois, on a souvent beaucoup de doutes parce qu'on pleure, on passe par plein d'émotions et on a peur pour notre bébé parce qu'on est dans une société un peu où on nous fait culpabiliser pour tout. Donc, on culpabilise, on se dit mince, notre bébé va tout ressentir. Et puis finalement, non. Parce qu'à l'issue, on a une relation hyper fusionnelle et c'est juste fou, quoi. Enfin, j'ai des souvenirs de dingue alors qu'elle est vraiment très très jeune, elle vient de naître. Mais voilà, c'est des liens vraiment incroyables. Donc aussi pour assurer toutes celles qui vivent ça actuellement ou vont vivre ça, il y a du beau quoi qu'il arrive dans toute situation et notre bébé, c'est vraiment ce qu'on aura fait de mieux. J'ai l'impression un peu d'être responsable d'un choc pour ses proches et de devoir les rassurer. Parce que voilà, on ne veut pas non plus qu'ils soient tristes. Donc ça a été difficile et j'apprenais beaucoup. Et aussi et surtout pour mon fils qui était âgé de 3 ans au diagnostic. Donc c'était pas simple, mais voilà, j'ai pris parti de le dire parce que c'était important pour moi de dire ce que je traversais. Donc, j'ai essayé, puis par le biais de livres, de choses. Alors, on a essayé de faire au mieux. C'est pas forcément le mieux, mais c'est au mieux de ce qu'on pouvait nous faire. C'est ça que j'ai appris. Et puis, des choses que je redoutais. Voilà, par exemple, quand j'ai dû me raser les cheveux, que je suis rentrée, j'avais pris une perruque, des turbans, parce que je voulais pas lui montrer forcément comme ça d'emblée. J'avais peur de lui faire peur. Et puis finalement, c'est lui qui a demandé à ce que j'enlève. Il m'a dit « Oh, t'es belle maman », il arrêtait pas de m'embrasser le crâne. Donc tu vois, finalement, des choses, des fois qu'on appréhende, on a peur, puis la vie fait que finalement, voilà, c'est pas les peurs des autres, c'est nos peurs. Et c'est vrai que je m'y attendais pas et ça a été vraiment très très fort à ce moment-là et il m'a permis vraiment de m'accepter finalement parce que de se voir à travers son regard, je me suis sentie belle, voilà. Et ça a été vraiment très précieux dans le parcours. C'est les bons souvenirs parce que voilà, malgré toute cette épreuve, il y a du beau et on en a trouvé du beau et on l'a créé. Ce beau et on s'y accrochait du plus fort qu'on pouvait pour continuer en fait parce que sinon c'est compliqué et il y a eu beaucoup de moments compliqués où on se sent seul, on ne se sent pas soutenu, on se sent toute seule à subir tout ça et c'est pas simple. Genre, je profite du coup pour dire aussi que, parce que là on parlait de l'amour de nos enfants qui sont là pour nous, qui voilà, on se sent soutenu. Et du coup, pour celles qui ne sont pas forcément soutenues par leur famille et qui écoutent ce témoignage, les familles des personnes malades écoutant ce témoignage,
il faut faire parfois attention parce que déjà, le malade en lui-même a peur, a des peurs. C'est lui qui vit tout ça. Et si en plus, la famille ou l'entourage vient rajouter leurs craintes et viennent rajouter un petit peu leur grain de sel, c'est compliqué. Il faut juste, voilà, si il y a des personnes qui ont dans leur entourage des personnes malades, c'est déjà assez difficile pour eux et juste de les soutenir. Voilà, juste faire des câlins, parce que je sais que ça peut être très difficile, et juste soutenir la personne malade, parce que c'est vraiment pas évident, et ça ne sert strictement à rien de projeter encore plus ses craintes. C'est sûr, puis il y a mille et une façons de soutenir quelqu'un, effectivement par des gestes tendres, des attentions, aussi prendre le relais sur certaines choses. Des papiers, on a beaucoup de rendez-vous à gérer, une charge mentale incroyable. J'ai jamais eu autant de rendez-vous que depuis que j'ai été malade, en fait. On s'imagine pas, en fait, mais c'est juste dingue. Et effectivement, s'il y a des enfants, voilà. Et c'est pas forcément attendre qu'on sollicite, mais vraiment être là, proposer. Et c'est dans la maladie qu'on découvre vraiment comment on est entouré, par qui on est entouré. Ça remet tout en perspective. Et c'est ça aussi qui est compliqué dans le après. Pouvoir se rendre en soins, c'était déjà compliqué en fait. Voilà, je devais amener mon fils à l'école, aller le chercher. Voilà, c'est aussi dire aux personnes seules. Voilà, effectivement, j'avais mon fils, mais j'étais quand même assez seule. Il fallait gérer. Donc, malgré la grossesse et le fait d'avoir ma mastectomie, d'aller en chimiothérapie, la radiothérapie, c'était tous les jours. Donc, c'était loin d'être évident. Mais on y arrive. Maintenant, c'est aussi pour ça que je témoigne. J'aimerais que des choses soient pensées et mises en place pour nous, puisque rien n'est prévu. Quand on reprend la chimiothérapie 2 semaines après avoir accouché, mon congé maternité n'a pas eu lieu, clairement. Et rien n'était prévu. Donc, ça a été vraiment un casse-tête pour faire garder ma fille. Donc, j'ai eu cette chance d'avoir mes parents, mais voilà, j'ai dû les solliciter. Parfois, insister. C'était pas simple. Parce que, voilà, tout dépend les rapports aussi qu'on a, quel entourage on a aussi. Certaines personnes n'ont pas du tout d'entourage, donc bien sûr, ça pose question à savoir la poursuite du traitement. Parce que clairement, moi, j'ai pas pu avoir de soins support. Parce que je pouvais pas en plus rajouter du temps pour éventuellement avoir un suivi psychologique, ce genre de choses, puisque c'était déjà très compliqué, ne serait-ce que pour aller en chimiothérapie. Donc tout ça, c'est lourd à porter, parce qu'on reste avec nos maux, des maux physiques, mais aussi psychologiques, non réglés. Et c'est sûr qu'une fois que les traitements ont été terminés, les traitements lourds, c'est comme si on vivait une autre déflagration, en fait. C'était l'effet boomerang, l'annonce, et puis après, l'après. Parce que j'ai serré les dents finalement tout le long, et puis après, tout a lâché. Et c'était là où il fallait se reconstruire, mais j'avais toujours pas de mode de garde pour ma fille. Donc mon fils était à l'école, mais ma fille, je devais la garder. Donc c'était pas simple. Pendant 3-4 mois, effectivement, c'était des pleurs vraiment intenses. Donc, je revenais de traitement. Voilà, c'était à bras, en fait, non-stop. Donc, tu veux apporter le meilleur à ton enfant, donc tu le fais. Mais effectivement, j'ai connu toute une période très, très compliquée parce que je pouvais plus rien donner. C'est ce que je disais et je me considérais comme être une mauvaise maman. Mais j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner. Je pouvais plus rien faire, honnêtement. Je faisais que pleurer. Quand je pensais à ça, bien sûr, j'arrivais quand même à maintenir un certain cap parce que il le fallait. Mais c'était pas simple. Il fallait que je vois une psychologue, quelqu'un
et que surtout j'ai du temps en fait pour moi et que je m'autorise à avoir du temps malgré tout ce que la société me renvoyait, à me dire mais attends, t'as des cheveux, c'est en arrêt, tu peux garder ton enfant. Mais en fait, et puis surtout la société qui m'a demandé sans cesse quand est-ce que j'allais reprendre le travail, alors que moi, j'étais pas du tout dans cette configuration-là, j'étais brisée. Et ça, c'est valable aussi pour toute personne, hein, au-delà du fait d'être enceinte, d'avoir mené ça ensemble. C'est vrai que c'est pas simple. Parce que on s'imagine pas ce que ça peut être. Parce que quand on cherche un mode de garde, il faut quand même être bien, pour moi, hein, à mon sens, pour bien le choisir, pour choisir la bonne personne et être à l'aise en fait. Et du coup, pouvoir profiter du temps qu'on a. Mais si on se dépêche, si on est dans d'autres considérations et du coup finalement notre enfant est gardé, mais on est toujours pris parce qu'on n'est pas à l'aise. Et donc j'étais dans cette configuration-là malheureusement, donc ça s'est pas fait en un coup. Donc j'étais soulagée, mais en même temps très prise par tout ça. Et finalement, c'était pas vraiment du soulagement. Je pensais que ça en était, mais non. Très vite, j'étais toujours prise par... Et ça s'est mal passé, donc j'ai retiré ma fille. Même si je me sentais pas du tout bien, je pouvais pas prendre ce risque-là pour elle. J'ai pas tenu toute cette grossesse. Pour moi, je lui veux le meilleur, comme tout enfant, hein, bien sûr, comme tout parent pour son enfant. Mais là, encore plus, je sais pas trop comment l'expliquer, mais et c'était pas clair. Donc du coup, je l'ai retiré. Je voulais changer d'assistante maternelle. En fait, c'était via une crèche familiale et du coup, on n'avait pas le choix de l'assistante maternelle. Donc j'ai demandé à changer d'assistante maternelle. Malheureusement, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai dû retirer mon enfant. Et de là, je me suis retrouvée de nouveau sans mode de garde, donc pendant quasi une année. Donc ça a été compliqué et au cours de cette année, j'ai réussi, après de multiples démarches, à obtenir une nouvelle place en crèche dans une autre structure, où là, c'est un peu une structure collective, donc plusieurs personnes, et là, vraiment, c'est que du bonheur. Est-ce que je suis libérée en fait de toutes ces questions et puis peut-être que je suis plus avancée et que voilà. En tout cas, c'était le bon timing. Je n'en pouvais plus, comme je disais, j'étais arrivée au bout du bout. Et là, vraiment, j'ai pu du coup bénéficier de son support et penser à moi. En fait, ce cancer m'aura apporté ça, de aussi me faire une place parce que la maternité, c'est vrai que c'est waouh, c'est tout ce que j'espérais. Et je me suis engouffrée vraiment et je me suis oubliée, en fait. Et j'en ai pris conscience avec ce cancer. Du coup, maintenant, j'existe aussi. Et même si c'est pas simple et qu'on culpabilise toujours un peu, on essaye de se recadrer, en tout cas. Je n'ai pas de conseils, on est toutes différentes, on vit toutes les choses différemment. Mais faites au mieux, vous ferez au mieux en fait. Je suis l'exemple en fait qu'on peut s'en sortir et donner naissance à son enfant. Je n'étais pas plus optimiste qu'une autre et je ne souriais pas non plus non-stop. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup eu peur, mais la vie est plus forte que tout. C'est ce que ça m'aura fait réaliser. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes dans notre cas. Il y a des groupes où on peut échanger entre nous. C'est précieux de ne pas se sentir seul. User et abuser des réseaux sociaux. C'est bien ça qui m'a sauvée. Ça m'a permis de trouver du beau, du sens, de l'information. Voilà. Du soutien, de l'amour et des sœurs pour la vie.